Allez, c'est maintenant. Faut qu'elle prenne la mêlée là. Elles vont prendre la pénalité. On va plutôt prendre la mêlée. Toutes les énergies du sport nous rassemblent. C'est le moment de se retrouver devant votre programme avec Total Énergie. Bonjour à toutes et à tous, ravi de lancer cette nouvelle émission hebdomadaire Kick-Off Rugby. On fait corps ensemble pour rentrer dans le week-end. On est là, tranquillement, entre nous, pour parler rugby, rigoler et puis apprendre des choses, on l'espère. Pour cette première émission, on parlera rugby féminin avec le début du tournoi des 6 nations. On parlera arbitrage. On essaiera de vous expliquer ce qu'est la rush défense avec l'excellent Nicolas Zanardi. Et puis on recevra pour différents jeux un invité un petit peu spécial, vous le verrez. Il est l'heure pour moi de présenter mes deux acolytes du jour. S'il est en plateau, comme dans la rédaction, il donnera son avis, que cela vous plaise ou non. Surnommé également Johnny Depp pour sa fabuleuse moustache et sa mèche de cheveux. Salut Maxime Gutiérrez. Salut à tous. Le troisième larron de cette émission brillera par sa subtilité, toujours le mot juste. Vous le verrez, il sera sans doute un petit peu frustré de ne pas pouvoir parler de l'Olympique de Marseille ou du cyclisme, ses deux autres obsessions dans la vie. Salut Romain Lafont. Salut Théo, salut Max. Salut à tous. Comment ça va les gars, on se sent comment là ? C'est le printemps, il fait beau, nouvelle émission qui se démarre, ça régale. Pour le moment ça va, pour le moment, après on attend de voir, mais pour le moment ça va. Ce week-end là, qu'est-ce qui vous hype un peu là ? Qu'est-ce qui vous motive ? Moi c'est, tu vois, Bordeaux-Toulouse avec les internationaux qui reviennent, dimanche soir pour clôturer le week-end, j'ai vraiment hâte d'y être quoi, franchement. Moi j'irais plus vers Toulon-Montpellier, ça sent la poudre, la Carbonel de retour à Mayol. C'est le premier match ça, c'est samedi 15h. Samedi 15h, il fait beau à Toulon. On en parlera, vous avez bien préparé votre émission messieurs. Vous avez l'air chaud, mais on va essayer de vous chauffer encore un peu plus avec le discours d'avant-match. Le discours d'avant-match. Ah, aujourd'hui, j'ai des papillons dans le ventre. Je dis pas que je me suis pas régalé le week-end dernier en voyant les Français taper les Anglais, mais là on retrouve notre petit top 14 adoré. Alors oui, le jeu sera peut-être moins bien huilé, on verra peut-être pas des coups de pied de Courtney-Lawes de 70 mètres, ou de James Lowe même notamment, plus que Courtney-Lawes d'ailleurs. On verra peut-être pas les courses de 140 mètres de Ben Earl, mais à s'habituer trop au caviar, on finit par ne plus apprécier le tarama. Et moi j'adore le tarama, elle est bien celle-là. Ouais, pas mal. J'adore le tarama. Moi j'adore quand une petite faute de main vient climatiser tout un stade. J'adore voir les premières lignes poser le genou au sol après 4 minutes de jeu. J'adore voir les mous de Christophe Furios également. Et puis j'en ai marre de rien comprendre parce que l'arbitre parle anglais. Moi, quand on... ouais, vous comprenez, vous, messieurs ? Ouais, ça va. No hands blue, ça veut dire que là, il faut arrêter. Moi, quand on me parle de la Green Army, je pense à la section paloise. Quand on me parle de chaudron, je ne suis pas à Cardiff, mais je suis à Perpignan. Moi, quand on me parle de musique qui fout les frissons, j'entends pas les cornemuses du Flower of Scotland, mais j'entends la fanfare de la Peña Bayona. Et puis moi, mon stade Twickenham à moi, c'est le stade Mayol. Voilà messieurs, je me mets à nu devant vous aujourd'hui pour cette première émission, j'en ai encore beaucoup sous la pédale, je vous laisse imaginer un petit peu la suite. Je suis de très bonne humeur, ce ne sera pas forcément le cas toutes les semaines, je ne vais pas vous mentir. Mais voilà messieurs, bonne émission, j'espère que vous êtes bien chauds. Ah ben là, discours dans un match, là moi je suis pas un peu sous terre. Je suis remonté. C'est vrai ? Ouais, c'est bon. Bah, nickel. Une belle ode au top 14 qui nous revient ce week-end, ça régale, bravo. On commence avec le petit jeu pour se mettre en jambe tranquillement. Feu. Kick-Off Rugby, ça joue. Pour ce premier jeu, on va accueillir donc un invité un petit peu particulier. Mesdames et messieurs, veuillez réserver un tonnerre d'applaudissements pour la légende Basile qui est avec nous. Salut Basile. Salut messieurs, ça va les losers ? Oh la voix changée. Ouais, on va vous expliquer tranquillement. Alors Basile, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le pronostiqueur fou de Rugbyrama qui envoie très souvent des saucisses, mais malheureusement il a bien souvent raison, bien trop souvent raison. Et puis on a conservé donc son anonymat en modifiant un petit peu sa voix parce que c'est la terreur des joueurs du 15 de France. Ouais. Il se fait sans doute très souvent menacer, les joueurs en ont peur et en font des cauchemars tout simplement. Basile, c'est à peu près ça, non ? Oui, des saucisses, c'est surtout vous, les saucisses, j'ai l'impression. Il est arrivé Moi, j'ai pas tranchant, vraiment peur des Bleus. J'ai pas vraiment peur des Bleus, à part ceux qui sont au rond-point les soirs de match. Eux, ils me font un peu plus peur. Donc vous, les soi-disant experts rugby, entre guillemets, on va voir si vous êtes si bons que ça. Est-ce que vous êtes prêts ? On va commencer par une petite compo. Est-ce que vous êtes bien chaud ? Est-ce que vous connaissez votre rugby sur le bout des doigts et votre top 14 sur le bout des doigts ? On va essayer. On va voir.
Qu'est-ce qu'il va Allez, nous prendre? alors on se penche sur l'affiche, le choc de ce week-end. Et non, c'est pas Sable d'Olonne Angers, malheureusement, même si On respecte les Sables d'Olonne, s'il vous plaît. Un duel au sommet de la poule 16 de fête 3 entre le premier et le troisième, c'est important d'en parler, mais on va pas parler de ça parce qu'on aime tous les rugby, mais on va quand même rester sur l'élite. Dimanche soir, au match 8 de Bordeaux, l'UBB va affronter Toulouse. Alors on va se replonger un peu dans les années en arrière. Vous savez, moi, que j'adore quand il arrive du mal aux gens, c'est pas nouveau. Et je l'ai pas choisi, malheureusement, je suis né comme ça. Donc on va retourner 9 ans en arrière. Et cette superbe pénalité manquée de Lionel Boxis face au poteau, je sais pas si vous en rappelez, messieurs, je suppose que oui. 2015. Très bien. Exactement. Donc on va se faire une petite liste sur ce match. C'est vous contre moi. C'est un peu comme l'émission Les Marseillais contre le monde. Bon, sauf que Théo a mis un t-shirt et a perdu le chemin de la salle apparemment. C'est cadeau. Du coup, on va chercher les 30 titulaires. Donc si vous m'en donnez 15, messieurs, c'est gagné pour vous. Par contre, si vous faites 5 erreurs, eh ben c'est la porte. Je vous laisse commencer, vous êtes tous ensemble, je vous laisse commencer. Je crois qu'il y a un piège en plus, on va pas le dire. Je pense que Boxis il démarre pas ce match. Non, c'est les titulaires uniquement. Je pense qu'il y a Titi du sautoir. Je pense Numéro 6, ça vous toujours en fait être là. un. Bien sûr, il y a Emmanuel Arinor de qui côté toulousain. Et décidément, numéro 7, vous avez fait les 2 ailes de la 3e ligne toulousaine. Côté Bordelais, Lesgourg est déjà là, à votre avis ou... Moi, j'aurais dit Adams. Ah, petit Adams. Faites-vous confiance. Aïe, premier dilemme. Vas-y, Romain, vas-y, fais-toi confiance. Non, on va changer. Adams. Et Adams, c'est bon, numéro 9, côté Bien joué, ça fait 3. Heureusement qu'il est là. Je crois que le titulaire côté bordelais, vu que Boxis rentre, je crois que c'est Pierre Bernard qui lâche un paquet de points au pied ce jour-là. Ah, vous êtes bon, je vous pensais moins bon que ça. Hein. On est à combien là? On est qu'à 4. On cherche Vous en jamais pas les mecs y a qui du vous en Florian restent, hein. Boula. Du- Taliboula, c'est pas mal. Ah, Taliboula, c'est pas idiot. Taliboula, c'est pas mal. Taliboula à Bordeaux. Aïe. Aïe. Oh là là, il va renverser la tasse. Ouais, l'accident. La première erreur qu'on a qui... Il doit y avoir du frites. C'est bon, messieurs. Ah non, du Taliboula. suspense. Oh, la saucisse, ça commence. Ça fait 5. Mais non, c'est bon, je voulais vous mettre un peu de tension, quoi. C'est bon, c'est bien fait, bravo, vas-y, bravo. Est-ce qu'on s'envoie un Florian Fritz? Moi j'aurais dit Yann David au centre. Ça peut marcher aussi. Il peut être blessé, mais... Oui, c'est un peu trop. On peut tester les deux. Hein. Vas-y, Yann David. Yann David. Yann David, c'est bon, on est à 6. Allez, 6. Du Josion, du coup, avec lui? Josion en 2015. C'est un peu tard, non? C'est peut-être tard. Hein. Peut-être un peu tard. Est-ce qu'il y a... Mais non, il y a McAllister. McAllister? McAllister, c'est bon, messieurs. Bon, je Ça déroule fait là. Oui. Ah, là, Heureusement, Il va qu'il est là. me falloir une voix qui valide parce que là, je sens que vous êtes entre deux. Vous Ouais, essayez d'envoyer McAllister. des Ouais, on trucs se tente comme ça, en ça me plaît pas charnière du tout. Je vous le dis toulousaine. clairement, ça me plaît pas du tout. 2015, charnière. Là, à Bordeaux, il doit y je pense que avoir McAllister peut-être est Blair Connor, Blair Connor. un surfeur. Blair Connor, c'est bon, numéro 11. Vous êtes à 8. Poitrono à l'arrière, non? Ouais, c'est pas... Poitrono à l'arrière? Poitrono, c'est pas bon du tout. Aïe, la première. Pardon, messieurs, je la prends celle-là. Tu crois que McAllister, moi je le voyais bien au centre avec Yann David. Moi, je vois en 3e ligne à Bordeaux. Je reste sur les Bordelais. Je vois Hugh Chalmers. Je sais pas si. Ah, vous avez pris un expert, messieurs. Hugh Chalmers, c'est bon. C'est bien parce Ça qu'il fait additionne 9-1. sur les Bordelais. Moi Je laisse Toulousain. J'aimais Jean-Marc Doussain, moi, à ces années-là. Jean-Marc Doussain. Il doit y avoir du galant. Jean-Marc Doussain, numéro 10. Voilà, Jean-Marc Doussain, numéro 10. Ça fait 10-1. Il nous en reste 5. 10-1, on tente pas moins, Basilou, là, 10-1. Poux, on sait pas dans quelle équipe, mais il doit y avoir Poux dans l'une des deux. C'est validé, Poux? C'est validé. C'est validé. C'est validé, c'est bon alors. Allez. Dans quelle équipe? 11-1. Il est où? Il est à Bordeaux. Il est à Bordeaux. Ah putain, je l'aurais Il n'y a pas plus. Steenkamp Steenkamp, on se le tente? à cette époque-là. On a un peu de marge là, c'est bon. Ouais, Steenkamp. Pour le 12e. J'avoue, je commence à trembler des genoux. Steenkamp, c'est bon. 12-1. Galant. 12 Il est peut-être remplaçant. C'est puriste là. Bah, au moins on tente, il y a 12 ans. Galant ou sinon ce sera Picamol. Galant. Galant 13-1. Bon, on refait une partie de boule. On les roule. On peut. On les roule dessus. Ah, excellent. Allez, il nous en faut deux, messieurs. finir, Albacete. Ouais, ça me plaît. Oui, d'accord. En fait, vous étiez au match, quoi. En plus, en vrai, oui. Albacete, c'est vrai. En vrai, j'y étais au match. Je crois ouais. que c'est, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est le dernier match à domicile de C'est du le dernier Sautoir. match de la saison. Ouais. Non, mais c'est le dernier match du Sautoir. Il me semble que c'était l'hommage du Sautoir Novès. Ou... T'en J'ai à dit 14. relais ABI là, un peu plus puriste. Pour Oula. finir.
Eh bien, il vous en reste plus qu'un à trouver, alors bravo. Ah non, c'est le 15e. Il est bon, il est bon. Je dirais c'est pas le 15e. Non, oui, il en manque un. Il en manque un. En deuxième ligne, Albacete, ça devait être. Attends, t'as dit Reynardo qui t'as dit On a toute la troisième Il y ligne. a Julien Ray, allé à Bordeaux. Oh là. Et il est injouable, il est injouable. Oh, on est des monstres. Qui marque un essai. Qui sont les vrais saucisses ici? 15 à 1, Non, mais moi, Basile, j'ai là-dessus. dit, Merci d'être passé. Hein. Merci d'être passé, Basile, 15 à 1. Tu peux retourner travailler. Oui, bah, c'est facile de faire les experts, je vous attends sur les pronos. Ah, on verra. oui. Alors on verra, patron. On lui a roulé dessus. Merci beaucoup, Basile. On se retrouve tout à l'heure en espérant que ce soit un peu plus équilibré. Nous on a fini. Plaisir, messieurs. Merci beaucoup, Basile. On a fini pour ce petit amuse-bouche. Excellent, messieurs. Je suis très fier de nous. Alors, Romain côté bordelais. Je suis Romain imprenable du côté bordelais, puis après bon. Après ça déroule. On est en confiance pour rentrer un peu dans le vif du sujet. Là, on va se rentrer un petit peu dans la couenne avec Au cœur du ruck, messieurs. Kick-off rugby au cœur du ruck. Alors, Au cœur du ruck, c'est quoi? C'est notre petit débat, enfin notre grand débat d'ailleurs, autour de l'actualité de la semaine. On verra ensemble qui est en supériorité numérique, qui est-ce qui est un peu face au vent, qui est-ce qui va conserver le ballon avec les meilleurs arguments. Et pour cette première zone d'affrontement, on va parler de l'arbitrage. Ouais. Est-ce que vous avez suivi l'actualité, messieurs, sur l'arbitrage? On ne parle pas de Ben O'Keefe. Pourtant, il est dans l'actualité. Pourtant, il est aussi dans l'actualité. Est-ce que vous avez suivi un peu ce qu'il se passe autour de l'arbitrage? Tu nous parles des nouvelles règles, je suppose. Tu vas nous parler des cartons rouges, des fins des mêlées, des... Excellent. Le rugby à 13, quoi. Ouais. Je suis fier de vous. Hein. Vous avez bien révisé votre émission, messieurs. On va parler donc évidemment des règles expérimentales annoncées par World Rugby lors de la 3e édition de Shape of the Game. La forme du jeu, donc c'est là où ils discutent un peu des potentielles nouvelles règles. Il y en a quelques-unes qui ont attiré un peu notre attention, notamment autour du carton rouge. Alors, à l'heure actuelle, dans le rugby, le carton rouge, c'est comme dans tous les autres sports. Le joueur qui prend un carton rouge, c'est frigo jusqu'à la fin du match. Et là, ça pourrait changer, puisque World Rugby émet l'idée d'introduire donc ce carton rouge, une sortie de 20 minutes du terrain pour le joueur qui vient de prendre ce carton. L'équipe donc jouera en infériorité à 14 contre 15 pendant 20 minutes. Et ensuite, un nouveau joueur viendrait remplacer le joueur qui a pris le carton rouge. Alors, je vais vous demander votre avis très simplement. Qu'est-ce que vous pensez de cette règle? Je sais pas, Romain, Max, qui veut commencer? Moi, je suis contre. Ah oui, je me positionne comme ça, je suis contre. Et alors, pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on nous bassine avec la santé des joueurs, qui est très important, et je suis pour la santé des joueurs. Et là, on va revoir plus de manchettes, plus de gestes dangereux qui vont à l'encontre de la santé des joueurs. C'est clair, t'es coach, moi je suis d'accord avec Romain, t'es coach, qu'est-ce que tu dis? Tu sacrifies un de tes joueurs pour aller crever le meilleur joueur adverse. Franchement, après il y a suspension et tout derrière, tu le sacrifies pour quelques semaines. Non, mais à un moment donné, on va revoir des gestes qu'on veut pas voir sur des terrains de rugby. Ah oui, vous pensez vraiment? Ça va être juste un petit plus par rapport au carton jaune en fait, donc je vois pas en fait l'intérêt, surtout pour la sécurité des joueurs. Alors, visiblement, je suis en infériorité numérique sur cette avis-là. J'ai l'impression. Pour tout vous dire, c'est les nations, c'est l'hémisphère sud qui est plutôt contre qui est plutôt pour cette nouvelle règle. Ouais. Et je me sens un petit peu sudiste en ce moment. Je me sens néo-zélandais là. Je sens le néo-zélandais qui se sommeille en moi. Bronzer un petit peu. C'est le tir noir, ça. C'est peut-être ça. Donc je vais essayer d'être solide sur mes appuis. Je vais balancer un peu mes arguments. Alors. Le rugby a durci drastiquement ses règles, notamment autour des jeux dangereux, ce qui est tout à fait normal. Je te rejoins, Romain, là-dessus, pour la protection de la santé des joueurs, etc. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on se retrouve dans des matchs où assez rapidement, le match est biaisé parce qu'une équipe, sur un fait de jeu, parfois un coup de malchance, une épaule qui va toucher une tête et tout, c'est très grave, hein, je dis pas le contraire, mais sur un coup de malchance, une équipe peut jouer en infériorité numérique pendant 60 minutes et ça a une énorme influence sur le score final. Alors, continuer de sanctionner à sa juste hauteur ces plaquages hauts, ces plaquages à la tête qui sont évidemment très dangereux, mais donner un petit peu moins d'importance à ces faits de jeu, ce qui peut être des faits de jeu, pour le résultat final du match. Donc pour moi, cette règle, elle n'est pas idiote. Ouais, en fait. Mais sanctionne-les. Les faits de jeu, en effet, il y a des cartons rouges sur des gestes vraiment, des agressions, des gestes quasi volontaires qui méritent carton rouge. J'entends que d'autres sanctions sont des fois un peu fortes pour des gestes
involontaire, un plaquage un peu haut alors que le joueur s'est baissé. C'est pour ça qu'on cherche toujours des circonstances atténuantes. Mais là, utilisons le jaune bunker, tu vois, sur ces situations-là. Utilisons la possibilité de mettre un jaune et réservons, si on veut, le rouge pour les vrais gestes. Du coup, ça fait instaurer un carton orange. Ouais, le problème pour moi, si on intègre ça, ce côté, est-ce que c'est un fait de jeu, chance, pas chance, etc., c'est que ça laisse une nouvelle fois une règle qui va être à l'appréciation de l'arbitre qui va devoir estimer si le joueur a volontairement plaqué haut, si c'est une erreur un peu d'inattention ou quoi, et ça va encore une fois créer des débats. Après je suis pas d'accord. Quand un joueur prend un carton rouge, c'est pas un manque de chance, hein. C'est un manque de contrôle de soi. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Il y a des situations où un joueur fait un crochet et le défenseur a pas forcément le temps de placer sa tête du bon côté, donc parce que pour le rappeler, pour ceux qui nous regardent et ceux qui nous écoutent, maintenant les cartons rouges, c'est à partir du moment où il y a un contact direct à la tête. Oui, on se pose pas la question, pas tout le temps. On se pose pas. Quand le joueur est baissé, il peut y avoir des circonstances. Ça, c'est la consigne de base. Donc carton rouge quand il y a contact à la tête. Et ensuite, les arbitres déterminent s'il y a des circonstances atténuantes. Par exemple, si le joueur qui a le ballon s'est baissé au moment change de direction au dernier moment. S'il change de direction, si le joueur n'a pas le temps. Et à ce moment-là, on descend d'un degré, donc on passe au carton jaune et ainsi de suite. C'est juste pour être clair pour tout le monde. Moi, je trouve ça très bien comme ça. Après, s'il y a une circonstance atténuante qui empêche le plaqueur de bien réaliser son geste, je suis pour mettre juste un carton jaune. Mais à partir du moment où il n'y a pas de circonstances atténuantes, pourquoi mettre juste un carton jaune avec un petit peu plus de sanctions? Il suffit d'expliquer ça. Comme l'a dit Romain, un carton rouge, on part de la base de carton rouge. Si on trouve des circonstances atténuantes, c'est jaune. Mais pourquoi aller chercher un nouveau truc de 20 minutes, puis après, tu n'es plus en infériorité numérique? Franchement, ce qui est énervant, et vraiment, je l'ai vu sur les réseaux sociaux, nous les premiers, quand on a reçu ces nouvelles règles World Rugby, qui ne sont pas encore en application, attention. C'est des règles expérimentales. Il y aura pas ça en top 14 ce week-end. En phase de test, rassurez-vous. C'est pas encore là, mais ce qui est un peu énervant, ce qui est un peu frustrant avec notre sport, avec le rugby, c'est cette faculté à changer des règles tous les 6 mois, tous les ans, et on se retrouve à regarder un sport qui est changeant, qui est en perpétuel changement, et qui est même pas qui n'est pas forcément cohérent. On trouve des choses là, on veut parce qu'on parle du carton rouge, mais il y a beaucoup d'autres règles. D'autres règles. On va en parler d'ailleurs. On va en parler. Si on va en parler, je te laisse les annoncer. Tu peux continuer si tu veux. Non, mais ce qui m'embête, ce qui me frustre, c'est que tu vois, par exemple, on essaie d'améliorer le temps de jeu. On va dire que le jeu soit plus fluide, que les matchs de rugby soient plus fluides, peut-être moins saccadés par les mêlées notamment. On pourra plus potentiellement, c'est pas non plus encore en vigueur. On pourra peut-être plus prendre de mêlées sur coup franc. Tu vois. Ça veut dire quoi déjà? Ça veut dire qu'il y a toute une phase de jeu, il y a tout un pan de jeu qui est très très important au rugby, il y a des entraîneurs de la mêlée, il y a tout un staff qui bosse sur ça, il y a des joueurs qui sont spécialistes de ces phases-là. Ça veut dire qu'on change encore un petit peu le sport, quoi. Vraiment, c'est du changement du sport. Expliquons justement cette règle rapidement. À l'heure actuelle, lorsqu'il y a ce qu'on appelle un coup franc ou un bras cassé, c'est une situation qu'on retrouve si, par exemple, en touche, il y a un lancer qui n'est pas droit, il y a un bras cassé. S'il y a un coup de pied qui est réceptionné 2 volées dans les 22 mètres, il y a un bras cassé, et ainsi de suite. Ça arrive dans plusieurs situations. Aujourd'hui, le joueur qui effectue cette réception, ce bras cassé, a la possibilité ou de demander une mêlée, ou de taper au pied, ou de jouer à la main. Et la mêlée dans ces 22, même Damien Williams. C'est pour contrer les box, en fait. Ils ont eu 2 titres de champion du monde d'affilée. On change les règles. On fait moins de mêlées. Si cette règle avait été de vigueur à la Coupe du Monde, on aurait peut-être gagné la Coupe du Monde. Je te le dis, pour le coup, j'avais de la chance, j'étais au stade, il a quand même posé le ballon, il a fait ça, tout le monde s'est regardé, qui a déjà fait, est-ce qu'on peut vraiment faire ça? Qui a déjà fait ça dans ces 22? C'était exceptionnel. On ne pourra plus voir ça, malheureusement. Peut-être, en tout cas, c'est expérimental encore une fois, donc la possibilité de demander une mêlée sur ses bras cassés serait supprimée. Et honnêtement, là-dessus, je suis assez d'accord parce que la mêlée, c'est quand même l'un des symboles, presque la phase la plus connue, quand on demande aux gens qui ne sont pas forcément sur le rugby, quand on demande aux gens de parler de rugby, ils voient tout de suite cet affrontement entre 8 contre 8 ou 7 contre 8, il y a des cartons rouges, mais en principe 8 contre 8, c'est un affrontement collectif, ça demande beaucoup de technique également. C'est l'essence du rugby, c'est à un moment donné. Effectivement, si on commence à supprimer petit à petit la mêlée, ça peut poser souci. Et on veut rééquilibrer le rapport de force, que ce soit avec le carton rouge
ou avec cette règle sur les bras cassés, les mêlées, etc. C'est qu'on veut rééquilibrer, on veut que l'équipe la plus forte physiquement ne l'emporte pas forcément. On veut voir du rugby à 13, un mélange de rugby de 7 et de rugby à 13, que des jeux. Il faudra que maintenant, apparemment, les rucks on doit être encore plus rapides. Les molles, il n'y a plus 2 arrêts, il n'y en a plus qu'un. On veut plus du tout d'affrontement physique devant, on veut vraiment voir du jeu, du super rugby quoi, concrètement. Et tu le disais, c'est les nations sudistes qui poussent vers ça, qui en sont adeptes de ce jeu. Après moi je suis néo-zélandais que sur le carton rouge de 20 minutes. Sur la suppression de la mêlée, je suis pas forcément déjà parce que ça tue mon Dorian Aldeguerri et ça je vous avoue que ça me fait quand même mal au cœur. Mais Doudou qui est quand même le spécialiste de la mêlée, tu lui enlèves la mêlée, voilà, moi je suis triste. Déjà, c'est un argument qui se suffit à lui-même pour moi. Moi, ça me frustre à un point. C'est certainement le sport le plus compliqué à arbitrer déjà, ça c'est quasiment sûr, mais à regarder aussi sur n'importe quelle phase. Il y a peut-être des phases comme les phases de ruck qui sont peut-être à regarder avant pour qu'elles soient plus compréhensibles, plus faciles à analyser pour les spectateurs et tout ça. Je comprends qu'on veuille trouver un nouveau public, attirer des nouvelles personnes en enlevant des mêlées qui prennent du temps, en ayant plus de jeux à la main, plus de spectacles concrètement. Mais pour moi, c'est dénaturer un peu le rugby et c'est rendre encore plus compliqué, encore une fois changer, on ne sait jamais qui a les mêmes règles, on n'a pas les mêmes règles que dans le sud, on n'a pas les mêmes règles que les amateurs, c'est rendre le rugby plus compliqué sous prétexte d'aller chercher de nouveaux publics pour moi. Je me fais un peu l'avocat du diable, mais la mêlée, c'est quand même une des situations les plus difficiles à arbitrer. Ouais. On a souvent du mal à comprendre pourquoi la pénalité est sifflée dans un sens ou pourquoi dans l'autre. Est-ce que justement, en rendant cette phase de jeu plus rare, ça ne permet pas d'avoir un petit peu un jeu plus clair et de moins se retrouver dans une situation où tu ne comprends pas pourquoi ton équipe a été pénalisée en mêlée. Je me fais l'avocat du diable. Alors là, je ne me mets pas en contre-ruck. Je suis d'accord avec... Rome allait te cueillir. Je suis d'accord avec vous. Parce que moi, en soi, c'est pas ce qui me dérange plus. Je suis plus dérangé par le carton rouge que par les mêlées. J'ai bien compris que c'est vrai que je l'avais perdu. Que sur les bras cassés, parce qu'au final, ça arrive très peu souvent. C'est arrivé en quart de finale. On n'a pas été jusqu'en finale. Oula, attention. En quart de finale avec Willem C, mais c'est pas quand même la chose qu'on voyait le plus souvent quand il y avait une mauvaise introduction en mêlée. On voyait rarement une équipe redemander la mêlée. Ouais. Enfin, c'est un changement pour moi assez à la marge encore. Je comprends. Même s'il peut y avoir plus de bras cassés maintenant, on le verra. On verra. Alors, il nous ouvre une petite porte. On va expliquer. Il y en a une autre. Attends, je vais rentrer parce que je pense à une autre règle quand même. Juste une dernière qui vraiment pour le spectacle, c'est celle où tu lances la touche. Tu fais ton lancer en touche. S'il n'est pas droit et que l'adversaire n'a pas essayé de le contester, eh ben, tu peux jouer. Et ça veut dire que ton talonneur peut vraiment lancer complètement dans son camp. C'est un coup de poker. Si l'équipe adverse n'a pas essayé de sauter, ben c'est bon, on joue. Ça veut dire quoi ? Les talonneurs, maintenant, ils vont pouvoir envoyer des grandes pizzas et on joue. Non, mais c'est quand même fou. On va pas en arriver là quand même. Sous prétexte que l'équipe adverse n'a pas sauté, tu as l'avantage alors que tu as lancé une touche complètement pas droite, quoi. Ça fait partie des règles qui seront potentiellement modifiées. Bon, on verra bien le résultat. Là, pour le moment, là-dessus, on est relativement d'accord sur la mêlée. Pour le carton rouge, très honnêtement, j'ai perdu le ballon, j'ai perdu ce ruck. J'étais au moins à 2 contre 1, mais vous étiez tellement déterminé que j'ai l'impression d'être à 5 contre 1. Donc bon, je le concède, je perds le ballon sur cette action-là. Messieurs, on s'est bien donné dans ce ruck. On se fait un petit pas de recul, on se redétend à nouveau, on souffle un peu et on va essayer. Ouais, fais-toi plaisir. Water break. D'ailleurs, les waterboys n'auront moins le droit de rentrer sur le terrain aussi. Ça, c'est encore. Non, mais ça s'arrête plus. On en finit plus. Je t'en donne des règles, moi, si t'en veux. On se remet à jouer un petit peu. On retrouve notre Basilou qu'on a foudroyé lors du premier jeu. On va voir s'il est meilleur sur celui-là. Deuxième jeu, messieurs, c'est maintenant. Kick-off rugby, ça joue. Est-ce que tu t'es remis de tes émotions, Basile ? Est-ce que tu as retrouvé un petit peu le sourire ? Je suis parti pleurer un peu quand même parce que ça fait mal à l'orgueil. Mais on va voir si vous êtes aussi bon sur le deuxième parce que là vous avez des grandes trappes là maintenant que vous avez gagné. On va voir si vous allez enclencher sur le deuxième jeu. Vas-y, on t'écoute. Alors messieurs, le but c'est de trouver 10 joueurs qui ont fait quelque chose de particulier. Et ces 10 joueurs, en top 14 évidemment, puisque vous savez qu'on retrouve notre cher top 14 dès ce week-end, oui. Ces joueurs ont disputé plus de 1200 minutes cette saison, avec leurs clubs respectifs. Il y en a 10. Alors, ça, c'est des mecs qu'on va diviser par 80. Vous allez me les trouver. Ça, c'est des mecs qui n'ont pas été appelés en sélection déjà, je pense.
J'ai le premier déjà. Ça fait 15 matchs le pleins. plus utilisé. Opta. Allez, envoie Opta Rome. Ça sera Camille Lopez du coup. Camille Lopez, premier, bravo à toi, bravo à toi. Est-ce que du coup, il n'y aurait pas un Rémi Bagé Il a raté, j'ai mémoire qu'il a raté quelques matchs. J'ai oublié de le rappeler, mais c'est essentiel. Il y a 10 jours à trouver. Si vous faites 4 erreurs, c'est moi qui gagne. Il faut bien que je gagne quelque chose. Il nous enlève une erreur. C'est serré, il a. Oui, d'accord. Il y a 5 Mais ça, c'est Basile, il le fait à sa sauce. Ça, c'est Basilou, ça. Et comme ça. Il y a 5 noms de mots à trouver. Ok, donc Bagé, non, on se le tente pas. Non, j'en ai un autre sûr, je pense. Ouais, Je veux dire Gaëton. Après, il peut jouer tout seul s'il veut. Il peut Ah jouer ben tout seul. regarde, on met le leader devant. Emilien Gaëton. Gaëton, 3e avec 1274 minutes. Mais les gens ils savent pas, mais Romain il est en permanence sur les stats. Romain, il Monsieur vit Stats que Midol, pour les stats. Romain, il vit pour le rugby, l'Olympique de Marseille, le cyclisme et les stats. Ouais. Voilà. J'avoue que là, j'ai le pire adversaire possible aujourd'hui. Attends, on va essayer. Je laisse faire du coup maintenant un petit peu. Attends, il faut qu'on Réfléchir fasse 2 club secondes. par club. Tac. Parce que ça fait 1200 minutes, ça fait 15 matchs de 80 plein. C'est un mec qui a pas raté grand chose. Vous avez dit 2 arrières, il en manque 4 arrières, et donc vous vous doutez bien, il manquera 3 avant. Non, pardon. Vous avez dit 4. Vous avez dit. Attendez. Alors, Les mathématiques, Basilou, fais un effort. Bac S, hein. Basile, il a fait bac L, c'est sûr. Il vous manque 4 arrières et 3 avant. Ok. 3 avant, ça sera des 3e lignes ou 2e lignes, ça sera pas des premières lignes. Derrière. Kassim, ça rentre pas, il sort sur le match à l'extérieur de temps en temps, il tourne un peu. Simons. Qu'on peut avoir Sam Simon, ça a tourné un peu, mais ça joue pas mal. Et celui de Pau, mais il s'est blessé dernièrement, mais c'est le top 10. Hein. Ouais. Et C'est Luke ceux qui ont aussi, plus de 1200 minutes et ils sont 10. Luke Whitelock, ça c'est pas mal, ça me plaît bien. 8 Whitelock, 1226 minutes, on est bon. C'est bon. Oh, belle. Vous en avez 3. Minutes. C'est le combienième? Il est 6e. Alors attends. Je me suis trompé, il y en a 9, messieurs. Putain, je suis Voilà, gentil, je mais vous en vas-y, donne les 2 mots à maths, quoi. trouver, mais je suis super sympa, quoi. Donc 9 avec 4 erreurs. Qu'est-ce qu'on Je a pense un Cancorier qui a beaucoup joué avec La Rochelle. Un Cancorier à La Rochelle a beaucoup joué. Ouais. Alors, est-ce qu'il a dépassé Cancorier, je le sens bien. Alors pour tout vous dire, on va être tout à fait honnête avec vous. C'est-à-dire qu'on a Emmanuel Massicard dans la régie qu'on voit et qui nous envoie des pouces pour nous dire Cancorier, c'est bon. On va dire Cancorier. On va suivre le chef et on va dire Cancorier. Après, si vous voulez, vous pouvez vous y mettre à 50, comme ça vous avez gagné, c'est sûr. Après, Basile, il va aller se jeter, forcément. Non, Basile, non. Attends. Je dis quel Cancorier, c'est bon, messieurs. Les talonneurs, ça tourne pas beaucoup aussi. Ils font tous 60 minutes. C'est dur. Vous en avez 4 pour l'instant. Ouais, 4 on n'a pas un indice, un petit. Écoutez, je peux vous donner le poste du 2e qui joue centre. Ok. Centre. Mais c'est pas de porter. Dans un Non, club il a qui fait parle le mieux tournoi cette déjà, saison. Oui, mais le tournoi, il a pas tout fait. Ouais, il a pas tout fait. Au Racing, peut-être. Je vois plus, mais il a été suspendu, mais le centre Jérémy Ward au Stade Français, mais je sais pas si, comme il a été suspendu. Chavancy, il a beaucoup joué. Chavancy a ou beaucoup Millet, joué. Millet peut-être. Millet, Oyonnax. Millet. Après, c'est ouais, c'est sûr. On peut y aller sur Allez, Millet. Millet, c'était lui exactement, numéro 2. 1275 minutes. On est monstrueux. Bonne coordination là. Et à Oyo, on en a combien là? On en a combien? Là, 5, vous 6, en êtes à 5 et il vous en manque 4. Donc le centre, c'est bon. Il va nous rester. Donc là, en fait, vous avez les 4 premiers et donc le 6e. Il vous manque le 5e qui est un 2e ligne. C'est le seul 2e ligne de cette liste. Donc on Je a pense dit. qu'il doit être capable de jouer 3e ligne aussi, non? Oh, il a la réponse. Pas vraiment. Aïe. T'aurais pu le citer au moins pour qu'on ait cette erreur là qui nous. J'aurais dit Donc on a dit quoi? On a dit Lopez. On a dit Whitelock. Simons, on l'a dit? Oui. Non, on l'a pas dit Simons. Non, on l'a pas dit. Gaëton. Gaëton. Et on le dit pas, Simons ça Simons, non, mais Jonathan, Simons, ça peut. Oui, Joe. Et Joe Simons, il joue tous les matchs. Mais il a été blessé ces derniers temps. Mais il y en a eu beaucoup des matchs. Il a tout enchaîné. Ah, c'est dur. On peut le dire, Mais... On le dit, de toute façon, on a des erreurs. On va dire Joe Simons. C'est perdu. Ah. Le rire diabolique. Basile, messieurs, je vous donne un indice qui va forcément vous aider. Les joueurs de la grande mêlée l'adorent. Pour quel poste? Staniforce. Ah, Tom Deuxième Staniforce, ligne. bien sûr. Tom Staniforce, messieurs, exactement 1240 minutes. Allez, vous avez donc les 6 premiers. Il vous manque 3 arrières. Non, mais il peut. Un 10 et 2 ailiers.
Un 10 et 2 ailiers. Un 10 et 2 Un 10. Un 10 qui joue ce week-end de match assez important. Miotti, c'est pas mal, ouais. Miotti à Oyonnax. Miotti, ouais. Miotti, c'est pas bon, je vous ai dit, messieurs, un Un 10 qui 10 joue et un match deux très ailiers. important ce week-end. Ouais, contre Miotti, il a pas un Perpignan, match ça va. important contre Perpignan ce week-end. Mais par contre, Attends, on a quoi comme. Non, c'est peut-être Carbonel. c'est peut-être Carbonel. Carbonel, c'est c'est peut-être pas Carbonel. mauvais Carbonel. Ouais, on va dire Carbonel, le match très important. Match important. Allez, Carbonel. J'espère que vous allez faire une statue pour Romain devant le plateau. Oh là là, mais Carbonel, c'est prévu, bon. c'est prévu. Mais- Carbonel. Allez, il vous manque 2 ailiers, messieurs. 2 ailiers. Donc Bagé, on l'a pas dit. On l'a dit ou on l'a pas dit? Non. Mais on C'est y croit pas très trop. en vue dans ce top 14 quand même. 2 ailiers cette année. Il y a pas un. Crozet, la Perpignan, non, ça rentre pas. Il tourne un petit peu. Non. Et Il y a pas un Raka. Il y a sûr. pas un Raka. Ça joue beaucoup. Si vous aide, Raka. Manu peut venir en plateau peut-être. Un Raka. Raka, tu crois Bah, on a fait combien d'erreurs là? Il nous en reste Une 2. seule. Qu'une seule. Ah bon, bah vas-y, Ouais, Raka. Vous avez fait que Joe Simon Raka c'est pas bon, du coup ça fait 2 erreurs. Aïe, pardon messieurs. C'est un jeune ailier qui brille sous le Ouais, maillot Tisogbe, bien de... sûr, Tisogbe. Tisogbe. Allez, Et vous en derrière. manquez un, messieurs. Et là, je vous aide plus, c'est terminé. C'est Bah un non, mais ailier, là on toujours, hein. va. Donc là c'est un ailier encore qui nous manque. Faut qu'on enchaîne le là dernier. messieurs. Il faut qu'on enchaîne. 1200. J'espère que ça se trouve les gens qui nous regardent, mais et ils qui nous doivent l'avoir. écoutent l'ont bien avant nous Ils et doivent on est l'avoir. en train de. Son frère joue en Pro D2. Son frère. Ah, joue en c'est Pro Romain D2. spécial à Pro D2, on va pas vous mentir. Son on frère va joue en Pro D2. On va dire que Basile va nous gagner. Bon Basile, on te l'accorde On sur te laisse. celle-là. C'était qui Yes. C'était qui l'ailier qui manquait? C'était Nathanaël Huleux. Ah, ouais, punaise, c'est vrai. Bien sûr. Bien joué Partout, Basile, messieurs, l'honneur est merci sauf. beaucoup. L'honneur est sauf pour celle-là. Hein. On te l'accorde. Je vais m'en contenter. Oui, bah, t'as bien raison. T'as bien raison. Merci beaucoup Il nous a eu. et bon prono pour ce week-end. Hein. Il nous a eu. Sois Ciao bon. les losers. Huleux, Messieurs. on aurait pu l'avoir. Ouais, Huleux. Ouais. Oui, Hulot, on aurait pu l'avoir, c'est vrai, on aurait pu l'avoir. On approche de la fin de l'émission, tout doucement. Est-ce que ce serait pas le temps de se donner une petite consigne du coach Bien sûr. pour s'ajuster tactiquement pour être sûr de remporter ce match? Et surtout qu'il y a des matchs importants ce week-end. Et il y a des matchs importants. La consigne du coach. Alors là, on va parler un petit peu plus technico-tactique ou tactico-technique, comme vous voulez. On va rentrer un petit peu dans le détail. On va tenter d'expliquer ce qu'est la rush défense. Ce week-end, il y a un Stade français Lyon qui va se jouer à Jean-Bouin. Et le Stade français, qui est leader de ce championnat, est réputé notamment pour sa rush défense. Et pour cela, notre divin chauve Nicolas Zanardi nous a fait un petit enregistrement pour nous expliquer ce que c'est. Et ensuite, on tentera de trouver des éléments pour parer à cette rush défense. Nicolas Zanardi, c'est tout de suite. La rush défense, c'est quoi? Pour schématiser, il existe 2 manières différentes de défendre au rugby. Défendre l'homme ou défendre l'espace. Parler de défendre l'espace, c'est accepter de monter moins vite pour mieux annihiler les surnombres, ce qu'on appelle la défense glissée ou en contrôle. Et défendre l'homme, c'est l'inverse. Le principe du rush, c'est une défense sur l'homme qui est très agressive et qui vise 3 objectifs. Gagner la ligne d'avantage, provoquer des erreurs, des en avant, des interceptions directes, et 3, empêcher le ballon d'arriver dans le couloir des 15 mètres opposés pour obliger l'attaque à repiquer au milieu du terrain. La rush défense, c'est une défense à risque, parce qu'elle laisse des espaces, énormément d'espace, dans le couloir des 15 mètres opposés, on l'a vu, mais aussi juste dans son dos, parce qu'elle s'effectue sans deuxième rideau, avec le numéro 9 qui est dans la ligne pour harceler les blocs d'avant. Et surtout, là où cette défense elle est risquée, c'est parce que la moindre déconnexion entre 2 joueurs, le moindre décrochage laisse un intervalle qui peut s'avérer fatal. C'est aussi une défense qui est physiquement très usante, dans laquelle les avants peuvent laisser des plumes et causer des intervalles à l'intérieur du disque, comme on l'a vu avec l'équipe de France pendant le dernier tournoi. Merci beaucoup Nico, c'était un petit air de Jamy, c'est pas sorcier, avec les cheveux et les lunettes en moins. Clair, net, précis. Et donc notre expert Nicolas Zanardi est avec nous. Salut Nico, tu nous entends bien? Ouais, impeccable, salut tout le monde. Salut. T'es passé de la lumière à l'ombre. Ah ouais, je suis descendu de la chambre au salon. C'est fou. Bon, merci pour cette explication très très claire. Alors là, on va se mettre dans la peau d'un coach. Si vous êtes ce week-end Gégène Macher, qu'est-ce que vous demandez à vos joueurs
pour contrer cette rush défense que tu nous as si bien expliqué. T'as qu'à commencer, Nico, dis-nous. Ah bah tiens, il y a le coach qui l'appelle justement pour qu'il donne des il y a un problème. Il y a un problème. Alors, la rush défense, on l'a entendu, c'est une défense qui laisse des intervalles un peu partout. Il faut, quand on est entraîneur, adapter son plan en fonction forcément de ses forces. Les espaces, on l'a dit, ils sont dans le dos. Alors, est-ce qu'on a un demi de mêlée qui est capable de déposer le ballon dans les espaces? Baptiste Pouillou sait le faire. Avec Ethan Dumortier, ils ont une bonne connexion, c'est possible. Est-ce qu'on a un 10 qui est capable de trouver des diagonales dans le dos des ailiers? Paddy Jackson ou Léo Verdeux, ils en sont capables. Ça peut être une partie du plan. L'autre partie du plan, ça peut être tout simplement d'éviter de s'exposer à cette rush défense, d'éviter de faire des grandes sautées, de jouer un peu plus dans la verticalité, ce qu'on appelle même la double verticalité, avec 2 passes vraiment dans l'axe, qui permettent de se sortir un petit peu de la pression et de se donner le temps de jouer les extérieurs. Ou alors, tout simplement, jouer des portées, jouer le milieu du terrain et jouer des retours pour éviter la pression. Tout ça, c'est à l'appréciation de l'entraîneur, bien entendu, et des forces qui comptent mettre dans la balance face à une défense comme celle du Stade Français. Toi, Romain, t'es coach. On va verser le mystère. Il coach une fabuleuse équipe en région toulousaine, Balma. J'entraînais. Je suis à la retraite maintenant. Oh, t'as pris ta retraite déjà si jeune. Qu'est-ce que tu dis à tes joueurs pour essayer? Non, c'est ça. Mais Nico l'a bien dit. Déjà, la première arme, ça va être le petit jeu au pied par-dessus. Alors, c'est risqué parce que le ballon de rugby reste ovale et donc on n'est jamais à l'abri d'un mauvais rebond qui peut être fatal de l'autre côté. Mais le cauchemar de tous les joueurs de rugby, ce faux rebond. Ouais, voilà. Donc c'est quelque chose qui est quand même risqué, mais c'est vrai que il faut essayer de sortir de cette rush défense. Et je pense que Lyon a une arme aussi très importante. Alors je ne sais pas s'il va jouer ce week-end, mais c'est Miradradra, qui avec ses passes après contact est capable aussi de libérer un joueur dans l'intervalle, parce que comme l'a si bien dit Nico, les défenseurs vont être en avance, donc ils auront plus de chemin à faire dans l'autre sens si jamais Radradra arrive à passer les bras à quelqu'un qui arrive à sa hauteur. Dans ce genre de situation, Nico, est-ce que c'est plus la défense qui s'adapte à l'attaque, en sachant qu'il y a une attaque qui joue beaucoup à plat, donc faire une rush défense pour contrer ça et donc instaurer cette rush défense, ou est-ce que c'est à l'attaque de s'adapter à l'équipe adverse? Ah, grosse question. J'aurais tendance à te dire que c'est à l'attaque quand même de s'adapter. Pourquoi? Parce que les équipes comme le Stade Français ou comme la section paloise ou comme le Racing qui utilisent cette rush défense, ils la systémisent. C'est-à-dire qu'on sait qu'ils vont défendre 90% du temps en rush défense. Donc c'est à soi-même dans la préparation du match de se trouver des scénarios et de se trouver des portes de sortie pour s'y adapter. Voilà. Le 15 de France, pour prendre l'exemple du week-end dernier, a joué contre l'Angleterre qui utilise aussi cette rush défense. Il avait un plan qui était assez clair, c'est-à-dire taper au milieu, revenir dans les fermés et essayer par du jeu au pied de trouver des espaces. Malheureusement, Thomas Ramos, sur ses tentatives de passe au pied, il n'a pas été tout à fait en réussite. Par contre, on a trouvé des solutions vraiment par ce jeu dans l'axe, ce pilonnage qui a abouti notamment à l'essai de Léo Barré. Voilà. Et est-ce que moi j'ai une question pour toi, Nico, parce qu'on parle de rugby, on parle de rugby pro, mais on parle évidemment de rugby amateur aussi dans Kick-Off Rugby. Est-ce que tu vois, on voit la rush défense des box, on voit celle des Anglais, donc on en voit de plus en plus à la télé dans les grands matchs internationaux. Est-ce que c'est un système défensif qui est facile à travailler, qui est possible d'être travaillé en club amateur avec moins d'entraînement par semaine? Est-ce qu'on le voit, est-ce qu'on le retrouve, est-ce qu'on va le retrouver dans les prochaines années? Alors, tu peux le retrouver par séquence, c'est-à-dire dans des circonstances qui le demandent. Comment expliquer clairement? Une équipe au niveau amateur, c'est difficile de systémiser une rush défense dans le sens où c'est quand même un système qui est très exigeant physiquement, qui nécessite énormément de ressources avec des avants qui courent beaucoup. Et au niveau amateur, forcément, on a des gens qui travaillent, qui ne peuvent pas s'entraîner tout le temps et qui auront du mal à mi-temps, elle n'aide pas à la rush défense. Voilà. En revanche, sur des situations, je vais te donner un exemple où le ballon arrive sur l'aile et où on a tout le terrain en gros à défendre, l'attaque n'a qu'un côté pour s'exprimer, et ben là il est tout à fait possible de monter en pointe, de monter un petit peu en inversé pour gêner, mais on est plus dans le tactique que dans le stratégique. Là, on est vraiment dans des situations très précises et
je pense que quand même au niveau amateur, certaines équipes peuvent peut-être le faire et s'y hasarder, mais je pense que systématiser ce truc-là sur ces niveaux-là, ça paraît compliqué. Je pense que jusqu'en National 2, Fédéral 1 peut-être, où les mecs s'entraînent vraiment beaucoup, c'est possible. En dessous, ça me paraît quand même un petit peu plus compliqué. Ouais, parce que pour qu'une rush défense fonctionne, il faut donc effectivement c'est exigeant pour les avants et ça demande aussi une très forte réactivité des défenseurs qui soient très bien coordonnés, chacun sur son joueur, parce que comme l'expliquait si bien notre divin chauve dans ce petit enregistrement, le moindre espace et le moindre espace est fatal ou presque quoi. Donc, oui, il est fatal parce que le demi-mêlée défend dans le premier rideau. Le rôle du demi-mêlée dans ce système, il est de monter très vite, de forcer les avants à revenir un petit peu vers l'intérieur pour éventuellement gratter les ballons. Et sauf que lorsqu'on franchit, on l'a vu notamment avec l'équipe de France au Pays de Galles, lorsqu'un joueur franchit, c'est pratiquement impossible de le récupérer parce que l'arrière est généralement tout seul et il se fait très facilement fixer, voire il est trop loin parce qu'il court derrière les centres et les ailiers. Voilà, donc quand on se fait percer en plein milieu du terrain, c'est quasiment irrattrapable. Parce que pour l'expliquer, sur une défense plus traditionnelle, donc glisser, le numéro 9 est en général chargé de faire le second rideau et donc derrière sa ligne de défense qui monte, suit le ballon en cas de franchissement pour rattraper les coups. Et donc sur cette rush défense, comme on l'expliquait, il n'est pas sur ce second rideau. Donc c'est effectivement une défense très risquée. Et vous n'avez pas peur que ça donne envie, la rush défense? On l'a vu, la France a un peu plus alterné entre jeu au pied, plus de jeux au pied que contre les Gallois face à l'Angleterre. C'est à cause de cette rush défense là justement, ou c'est une volonté, ils se sont ajustés au système avant, tu penses Nico? Vous pensez tous d'ailleurs, ou est-ce que c'est c'est pendant le match qu'ils ont vu des opportunités et qu'ils les ont utilisées grâce à l'instinct de nos joueurs talentueux? Moi je pense qu'ils l'ont vu à la vidéo déjà. Le plan initial, je pense qu'il était assez proche de celui qui avait été établi contre l'Afrique du Sud en quart de finale. Il était vraiment d'exploiter les espaces au pied dans le dos. Le problème est de jouer, comme j'ai expliqué tout à l'heure, sur les retours dans les côtés fermés. Le problème étant que les jeux au pied n'ont pas été très efficaces, hormis celui de Thomas Ramos sur cette espèce de reprise de volée un peu improbable. On ne peut pas vraiment parler d'adaptation. Celui-là, il est bossé à l'entraînement aussi, c'est sûr. Non, pas vraiment. Mais on a manqué un petit peu de précision là-dessus. Ça a fait partie beaucoup de l'inefficacité de l'équipe de France en première mi-temps contre l'Angleterre. Alors que contre l'Afrique du Sud, en quart de finale, on avait été beaucoup plus efficace. Et une des raisons de la défaite justement du quart de finale contre l'Afrique du Sud, ce qui est un petit peu paradoxal, c'est que pendant le carton jaune d'Excebet, les Sud-Africains, en infériorité numérique, étaient passés sur un système de défense en contrôle un petit peu plus glissé, et ce qui avait vachement perturbé les Français, parce que leur plan initial était un petit peu mis à mal, complètement. Ils ont eu beaucoup de mal à s'adapter et à marquer pendant cette période de supériorité numérique au retour du vestiaire en deuxième mi-temps. Oui, donc c'est un système de base qui est travaillé à l'entraînement, mais qui est effectivement ajusté selon les situations pendant le match. On verra donc ce week-end si le Stade français reste fidèle à sa réputation et conserve cette rush défense. On verra si Lyon arrivera à s'ajuster, à le contrecarrer en écoutant nos consignes, sans aucun doute. Oula, j'espère qu'ils n'en ont pas besoin. Nos consignes, tu rigoles ou quoi? Bien sûr qu'ils nous écoutent. Merci beaucoup Zanar d'avoir été avec nous. Merci pour ces explications si claires. Nous, on va se rapprocher de la fin de l'émission, tout doucement. On rentre du futur et on va raconter aux auditeurs et à ceux qui nous regardent ce qu'on a vu des matchs de ce week-end. C'est bon, ça. C'est le Money Time. Kick-off rugby, Money Time. Alors, on va se concentrer sur 3 matchs. Il y aura du top 14 bien évidemment, mais comme annoncé en début d'émission, on va commencer par le tournoi des 6 nations féminins. Et comme chez les hommes, c'est un France-Irlande qui ouvre le bal. Messieurs, vous rentrez du match, vous étiez au Mans. Qu'est-ce qui s'est passé lors de ce France-Irlande? On n'a pas vu le même dénouement qu'à Marseille. Ah bon? Ouais. C'était comment? C'était beaucoup mieux pour les Françaises. Ah oui? Ouais, c'était vachement bien. C'était une pluie d'essais, une domination sans partage. Donc, j'étais au même match. T'étais au même match? J'étais au même Mais match. Je crois qu'on y était ensemble. En fait, on rentre ensemble de ce match, de ce France-Irlande. On va pas faire semblant, ça fait des années qu'on leur met 50 points aux Irlandaises. C'est l'équipe certainement la plus faible du tournoi des 6 nations féminin.
Il nous manque quelques joueuses. Caroline Drouin a déclaré forfait. Blessée au genou à l'entraînement. Mais je pense quand même que l'équipe de France va tenir son rang. Et ouais, on a vu le même match. On va remettre 45-6 quoi. 45-6 ici, 45-6 à ma droite. J'aurais dit 47-9. 47-9 à ma gauche. On va aller sur un petit 41-8 ici. Oui, non mais voilà. Non, bon, on est dans les mêmes. Tu vois les eaux, il y a un Irlandaises bonus. T'as vu les Irlandaises marquer un essai? Un essai, ils l'ont transformé sur une cagade. Bon, voilà. Non mais voilà, moi je vous dis ce que j'ai vu. Après, libre à ceux qui nous regardent de suivre nos conseils. Bon, globalement, on est d'accord sur une victoire bonifiée sans trop de soucis. C'est ce qu'il faut pour démarrer bien le tournoi. Deuxième match, peut-être davantage disputé. Qu'est-ce qui va nous sortir? On va partir sur un petit Toulon-Montpellier. Là, on rentre de Mayol. Là, on rentre de Mayol. Pas la même ambiance. Ah non. Sans doute un match plus équilibré. Beaucoup d'enjeux là aussi, comme pour le France-Irlande. Le retour de Laporte à Toulon. De Carbonel. De Carbonel également. Il y a du monde qui revient à Toulon finalement. Oui, ils viennent en bus. Est-ce qu'ils ont un bus de famille qui rentre, tout le monde rentre à Toulon. Messieurs, est-ce que les anciens Toulonnais ont joué un mauvais tour à leur ancien club? Et je pense pas. Aïe, tu penses pas? Je vois les Toulonnais sur l'orgueil, sur la ferveur. Je pense que ça risque d'être chaud parce que Toulon est un peu dans le dur. Donc Deux victoires, si je peux me permettre, 2 victoires sur les 7 derniers matchs top 14. Alors que Montpellier est grosse dynamique. Et Montpellier grosse dynamique, mais non, je vois Toulon, je vois Esteban Avadi rayonnant en touche. Je vois. Clin d'œil à l'ancien briviste, ça a l'impression. Oui, non, on va pas vous mentir. Peut-être un peu, mais je vois peut-être Garbizi, Garbizi qui fait pas tomber son ballon du tee. Oui, tu vois, Garbizi qui, du coup, lui jouerait à son tour, dans les compos de mon petit midi olympique tout chaud, là, il est annoncé remplaçant. Ouais, non. Je pense il rentrera pour la pénalité de la gagne. Moi, je pense que Jaminet la prendra quand même. C'est possible. C'est possible, il y a des chances. Donc un score? Un score 28-24. 28-24. Ah ouais, sympa. On le note, on verra la semaine prochaine qui a été bon, qui l'a moins été. Max? Moi, j'ai vu toute la semaine sur les réseaux sociaux, la semaine dernière aussi, les supporters de Toulon qui déchiraient leur carte d'abonnés, avec un hashtag déchire ta carte. Ah oui. Non, mais il y a le feu complet à Mayol. Croyez-moi que je suis rentré, j'ai vu le match, je suis revenu, ils ont gagné. Parce que s'ils gagnent pas, c'est incendie et c'est vraiment. Il faut appeler Jean-Louis Gasset. Là, il faut appeler un nouveau coach, un pompier de service, quoi. Et voilà. Il a réussi à parler de l'Olympique de Marseille quand même. Non, il a réussi à en parler. Je l'avais annoncé qu'il serait frustré s'il en parlait pas. Jean-Louis Gasset. Il a attendu le sud-est pour pouvoir. Ambiance chaude. Voilà. Jean-Louis Gasset qui est donc le nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille. Victoire de Toulon, ils ont trop besoin. Victoire de Toulon. La dynamique de Montpellier, ok, mais entre le besoin et la dynamique, là c'est le besoin qui va faire la différence. Je dis toujours ça. Là, Toulon, ils n'ont pas le choix. Si ça perd là, vraiment, il peut vraiment y avoir un gros séisme dans le club. Donc non, moi je vois un match serré parce que grosse dynamique Montpellier-Rennes, des anciens revanchards et tout ça. Mais une victoire toulonnaise, c'est vrai que le 28-24 est joli. Moi je vois bien un petit bonus comme ça, mais pour pas dire le même score, je vais dire un match un peu plus serré encore, 21-19. On n'est pas au cœur du rock, par contre je suis encore en infériorité numérique sur celui-là. Je me mouille un petit peu. C'est vrai que je vois un Montpellier toujours sur sa dynamique qui n'est plus du tout le Montpellier du début de saison, face à des Toulonnais qui manquent toujours depuis quelques matchs de Lyon. On a du mal à les sentir coordonnés tous ensemble, on a du mal à voir des leaders émerger. Donc moi je vois effectivement une victoire de Montpellier sur un score un peu fleuve. C'est-à-dire que moi là je rentre du match. Il y a enfin des experts sur ce plateau là. Oh là là, non, Basile, s'il te plaît. Oh non. Enfin un expert. Ah bah merci. Ce qui s'est passé, messieurs, j'y étais pour de vrai. 38-12 pour Montpellier, full house de Carbonel qui finit tout nu sur le terrain. Et un grand salut à tous les supporters qui ont encore leur carte d'abonné. Ah, exceptionnel. Ça, non mais voilà. Mais le problème c'est que ça arrive des fois ce qu'il dit, donc là j'ai un petit peu peur pour mes. Alors moi je vois globalement, je vois peut-être pas Carbonel tout nu sur la pelouse saluer les abonnés. Peut-être pas une bonne idée pour lui. Mais je vois effectivement une victoire de Montpellier, peut-être un petit peu moins large, mais un 31-22 ou 31-23, 31-23 je vais dire, sur ce match-là. Ok.
Pas de pénalité de la game pour Carbonel, sous les sifflets de Mayol. Il a du mental, lui, Carbo, il a du mental, tu rigoles. Dernier match, on bascule de l'Est, on va vers l'Ouest, et là on se dirige sur un Bordeaux-Toulouse, un joli derby, retour des internationaux. C'est d'ailleurs la une de notre midi olympique du jour. La Starac fait son retour. Exactement, puisque les Cadors sont de retour en club. Qu'est-ce qui vous a marqué sur ce match ? Comment ça s'est passé ? Ça s'est très bien passé parce que c'était une très très belle pub pour le rugby. Un dimanche soir, 21h en antenne sur Canal. Match vraiment envolé là pour le coup. Les tribunes du Matmut pleines à craquer. Par contre, pour moi, les Bordelais qui retrouvent leur ligne d'arrière, c'est encore plus d'impact que la pléiade d'internationaux qui revient à Toulouse. Donc moi je vois Bordeaux s'imposer vraiment dans un match vraiment intéressant. 32-29. Il nous apprend non, me dis pas que Romain, je suis encore en infériorité numérique. Donc Max nous apprend qu'il y a quelque chose qui a plus d'impact qu'Antoine Dupont. Donc c'est la première nouvelle. C'est la première nouvelle. Donc non, moi pour une fois je vais me désolidariser et je vais partir sur une victoire toulousaine à Bordeaux et le score risque d'être serré, mais je vois quand même on a vu que les Toulousains étaient quand même en forme. On a vu Ramos qui a fait gagner la France sur un coup de pied. Est-ce qu'il ferait pas pareil au Matmut ? Je sais pas, je n'ai pas très bien vu le match, mais t'étais à la buvette, toi, Romain. Dimanche soir, 21h. Que des coups de pied de la gagne. Il veut que des scénarios coups de pied de la gagne. 28-26. 28-26. Ah, joli match. Vous accordez sur la belle publicité pour le rugby français. Match, ouais. Moi, je vous suis aussi là-dessus. Effectivement, je suis plutôt du côté de Romain sur ce match-là, parce que Toulouse a très très bien roulé sans ses internationaux, et donc il n'y a aucune raison que Toulouse lève le pied avec leur retour. Donc effectivement, je vois une victoire de Toulouse, je vais dire 31-24 ou 31-25. Joli match aussi, tu as vu un beau match. Joli match. Moi, j'ai envie d'y croire sur ce joli match du dimanche soir. Je mets un essai de Penaud quand même. Ça fait longtemps qu'il n'a pas marqué. Il n'a pas marqué avec les Bleus depuis l'Irlande. Donc c'est vrai. C'est le petit plus. Romain Lafont. Le petit bonus, c'est de Penaud, victoire Toulouse. Deux porteurs, Moefana, Penaud, Bielbiarré. Ça va dérouler. Il y a du beau monde. Ah ben oui, il y a du beau monde. Heureusement que tu dis pas l'équipe toulousaine. Non, c'est vrai. Ça peut être très très long. Non, mais je trouve que là, tu vois, le retour ils avaient une armada offensive en début de saison. Ils la retrouvent là. C'est peut-être le meilleur moment pour la retrouver. Moi, j'y crois, mes Bordelais. J'y crois. Merci messieurs. Bon voilà, on leur a dit, pour ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, qui veulent savoir ce qu'il s'est passé dans le futur, regardez pas les matchs, on vous a dit ce qui s'est passé, ça sert plus à rien. On fera la compo dans 10 ans, ça se trouve. Exactement, on fera la compo dans 10 ans avec ce bon vieux Basilou, le stagiaire, toujours là dans 10 ans, qui nous fera la compo de ce Toulouse-Bordeaux. Ce sera un joli clin d'œil. Ce sera un joli clin d'œil. On s'approche de la fin de l'émission. Pour finir, un petit défi, faire le tour de l'actualité en 80 secondes. C'est le 80 secondes actu. 80 secondes d'actu. Top chrono, on commence donc avec le rugby féminin. On en a parlé dans le Money Time. Le tournoi Destination débute ce samedi. Et comme chez les hommes, nous aurons donc un France-Irlande pour commencer. Rendez-vous à 15h15 au stade Marie-Marvin du Mans. Ce week-end également, le top 14 reprend ses droits en commençant par un certain Toulon-Montpellier. On en a également parlé samedi 15h. L'occasion pour Bernard Laporte de faire son retour à Mayol presque 8 ans après son départ. C'est lorsqu'il était à la tête du RCT que le club a remporté 3 titres européens, un top 14 et notamment ce doublé historique en 2014 avec Johnny Wilkinson, Matt Guiteau. Bon, ça c'est une époque qui fait rêver. En top 14, toujours, le marché des transferts est extrêmement animé en ce moment. On en a parlé en début de semaine, Manu Toulagui à Bayonne. Et puis ce jeudi, le Midi Olympique vous apprend que Billy Vunipola, 31 ans, 75 sélections avec l'Angleterre, va rejoindre Montpellier la saison prochaine. Gros coup dans l'Hérault. Et enfin, on parle de l'autre côté de l'Atlantique pour retrouver un certain Louis Riz-Zamit. Lui qui était considéré comme la future star du rugby gallois et qui s'est lancé dans le football américain il y a de cela quelques mois. Le pari pourrait être payant pour lui puisqu'il bénéficierait de 3 offres de franchise de NFL, la NHL on est sur le hockey, de NFL qui est donc la ligue de football américain. 3 offres pour participer au camp d'été avec ces équipes-là et pourquoi pas décrocher un contrat à $900 000 par an, rien que ça.
Et pour finir, un petit moment de publicité. Vous l'avez sans doute entendu, Fabien Galtier a donné une conférence de presse mercredi. Il parle des conséquences du quart de finale de la Coupe du Monde sur ses joueurs, d'arbitrage et des jeunes bleus. Retrouvez donc le meilleur de ses déclarations sur Rugbyrama. Magnifique. Je sais pas si je suis dans les temps. Magnifique, c'est clair. Je dois pas en être trop loin en principe. 80 secondes, j'ai pas lancé le chrono. Avec montre en main, normalement, on est sur 80 secondes pile poil. Il y aura peut-être un peu de temps additionnel. Bon. On le prend. Vous nous pardonnerez. Hein. Vous nous pardonnerez. Merci beaucoup, messieurs, pour cette première émission. Comment vous êtes sentis? C'était bien? On se régale, là, franchement. On se régale. C'est top. Hein. Oui, on a battu Basile, tout va bien. Donc, un partout contre Basile. Sur Basile, même le premier set. On lui a laissé la deuxième. C'est vrai. Mais on espère en tout cas se régaler. Faites pas trop les malins quand même. Il est encore là. Basile jusqu'au bout, il nous rend fous. On espère qu'on va pouvoir vous régaler comme ça donc toutes les semaines, se régaler nous et vous régaler vous par la même occasion. N'hésitez pas à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, rugbyrama.fr pour notre site internet. Vous retrouverez donc toutes les émissions tous les vendredis matins sur notre site et également sur toutes les plateformes de podcast. C'était Kick-Off Rugby, la première émission. On a fait corps ensemble pour lancer le week-end. Ça c'est beau ça. Ciao, ciao tout le monde. Ciao. Allez, c'est maintenant. Faut qu'elle prenne la mêlée là. Elles vont prendre la pénalité. On va plutôt prendre la mêlée. Toutes les énergies du sport nous rassemblent. C'était votre programme avec Total Énergie.